Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Que faut-il attendre de la rencontre entre Tshisekedi et Kagame dimanche? Le président angolais, João Lourenço, a annoncé une rencontre prochaine ce dimanche. Donc, rencontre entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame. Rencontre pour continuer la mise en œuvre du processus de paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Les deux pays s'étaient accordés à mettre en juillet un accord de cessez-le-feu qui est entré en vigueur à partir du 4 août dans l'est de la République démocratique du Congo, même si cet accord de cessez-le-feu a été par moments violé et n'est pas totalement respecté. Il s'agit en tout cas d'un début de consensus entre les deux parties. Les deux présidents, Tshisekedi et Kagame, se rencontrent dimanche à Luanda en Angola sous l'égide de João Lourenço pour valider le travail fait entre-temps par les experts des deux pays. Et puis de l'Angola, nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, bon enfant Agbovi. Tshisekedi et Kagame ne s'entendent pas très bien sur la question de la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, mais les deux sont en tout cas attendus dimanche à Luanda, la capitale angolaise, pour discuter justement de la sécurité de cette partie du Congo. Oui, évidemment, vous savez que nous sommes à l'ère de la répétition. Sinon, ce problème de RDC-Rwanda, ça date. Et je crois que chaque jour que Dieu fait, nous sommes sur ce plateau ou bien ailleurs, et on ne fait que débattre de ce sujet concernant RDC et Rwanda. Maintenant, il y a une question que je me pose, c'est que quel est en réalité le problème entre RDC et Rwanda que même les Africains entre eux-mêmes ne peuvent pas trancher, même la communauté internationale n'arrive pas à trancher. C'est justement pour trancher que l'Angola a été désigné par l'Union africaine. Je dis que ce que nous savons, de manière abécédaire, ce que nous savons, c'est que le Rwanda dénonce la présence des forces démocratiques de libération de Rwanda sur le terrain congolais, du terrain congolais, et soutenu, selon Rwanda, soutenu par la RDC. Et l'autre aussi dénonce, dénonce la présence du mouvement M23 soutenu et armé par le Rwanda. Et c'est ça que, entre eux, ils n'arrivent pas à se comprendre. Mais ce qui résulte de ceci, c'est les vies humaines qui je ne sais pas ce que je dois dire, qui sont massacrées. Et ce n'est pas normal. Aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de tentatives de cesser le feu, mais ça ne marche pas. Moi, en réalité, le président qui est le médiateur de l'Union africaine, là, Lourenço, mais il sait que ce que dit le Rwanda est vrai. La présence des forces démocratiques là, pour la libération de Rwanda sur le territoire, pour déstabiliser Rwanda, mais il sait que c'est vrai. Maintenant, il sait aussi que c'est vrai que le Rwanda supporte le M23 contre, comment l'appelle-t-on, la RDC. Et ils ont pris une bonne partie, une bonne partie à l'est de la RDC. Même la partie même qu'ils ont prise dépasse même la superficie de Rwanda. Mais Lourenço sait ceci. C'est pourquoi de temps en temps, il propose des sommets de haut niveau. Au sommet de haut niveau, qu'est-ce qui fait que tout échoue? Parce que, est-ce que je vais parler de belligérants? Je vais parler des deux antagonistes. Mais ils n'y vont pas aux négociations avec sincérité. Lorsque RDC ne veut pas reconnaître le fait que ce mouvement, ou bien cette force-là, se trouve sur le territoire, ou bien sur le territoire congolais pour déstabiliser Rwanda. Rwanda aussi n'est pas prêt. Sinon, il faut voir tous les rapports que l'Union africaine, ça accable Rwanda. Pour l'ONU, ça accable Rwanda. Tous les rapports accablent Rwanda, mais Rwanda n'arrive pas à dire vraiment que le rapport là, il s'y trouve.
Ça veut dire que lorsque les deux présidents-là se rencontrent, ils n'ont pas, je ne sais pas s'ils n'ont pas une volonté politique, les deux ne veulent pas se dire la pure vérité pour que cette guerre-là cesse, pour que la population de l'Est aussi puisse respirer. Au moins. Et je dis qu'aujourd'hui, le dimanche dont nous parlons aujourd'hui, nous n'allons que prier pour que, à leur rencontre, que autre chose sorte. Le problème, c'est que la population qui n'a pas d'armes souffre. Alors, le truc, c'est que quand vous dites que les deux pays ne discutent pas avec sincérité, les ministres des Affaires étrangères ont fait un travail formidable, si je puis me le permettre. Ouais. En fin octobre, ils ont validé un document qui oblige normalement la République démocratique du Congo à démobiliser les FDLR, oui, qui sont désignés par le Rwanda comme étant une force installée dans l'Est congolais pour déstabiliser le Rwanda, et aussi arrêter le soutien du Rwanda au M23 et que le Rwanda replie et qu'il ramène sur son territoire ses militaires qui sont chiffrés à plus de 4000 militaires selon certaines sources congolaises. Et donc, je pense que les ministres des Affaires étrangères ont déjà fait ce travail. N'est-ce pas déjà une avancée et espérer que peut-être avec cette rencontre prévue dimanche, les deux présidents pourront valider le travail qui a été fait et avancer? C'est le souhait. S'ils arrivent à se départir de leur, comme l'appelle-t-on, de leur sens personnel et savoir qu'ils sont en train de gérer un bien public, là, nous ne pouvons que nous en féliciter. Le problème est que les ministres des Affaires étrangères n'ont pas le pouvoir de décision. Ouais. Eux, ils ont fait un travail. C'est pourquoi j'appelle les deux à une sincérité et à une volonté politique. C'est ces deux choses-là qui pourraient les amener à ne pas bâcler le travail que les deux ministres des Affaires étrangères ont pu faire. En réalité, dimanche, si les deux veulent que cette guerre-là, c'est tout à l'heure, ça va dépendre des deux, que ce soit Tshisekedi et Kagame. Et c'est ça qu'on appelle la volonté des politiques. Si quelqu'un, ça dit qu'ils lisent encore les rapports ou bien le travail que les deux ministres-là ont fait et l'un jette encore le pauvre sur l'autre, vous allez voir que ça va encore perdurer. Ils vont encore perdurer dans la guerre. Mais je crois que si les deux veulent que la guerre cesse, l'ONU ne peut pas venir demander à ces gens que la guerre cesse. Et ni l'Union africaine. Ceux qui peuvent s'asseoir et faire taire le crépitement des armes à l'est de la République démocratique du Congo, c'est Félix Tshisekedi et, comme l'appelle-t-on, le Rwandais, Paul Kagame. Merci beaucoup à vous, bon enfant Agbovi. Alors, Eric Johnson, que faut-il attendre de cette rencontre entre Tshisekedi et Kagame dimanche, sous les auspices du président angolais João Lourenço? Rencontre dimanche pour parachever ce processus lancé depuis plusieurs mois et qui a connu des moments forts avec la signature de cet accord de cessez-le-feu qui est entré en vigueur le 4 août 2024 et aussi la signature fin octobre par le ministre des Affaires étrangères de ce document qui oblige la RDC à démobiliser les FDLR et le Rwanda à arrêter son soutien au M23 et à ramener sur son territoire ses militaires. Vous savez, le problème, comment on peut dire, rwando-congolais est beaucoup plus profond. En 1994, lorsqu'il y a eu le génocide des Tutsis, et à l'arrivée de Paul Kagame et enfin de sa tribu au pouvoir, les Hutus ont été obligés de se réfugier au Congo. Ça veut dire tout simplement que le processus de réconciliation qui a été engagé dans ce pays-là n'a pas réussi et ce processus-là n'a pas été, je peux t'emprunter le mot, sincère. Sinon, il n'y aurait pas de Rwandais au Congo pour chercher maintenant à déstabiliser le Rwanda. Maintenant, de l'autre côté, il y a depuis plus de 30 ans des groupes rebelles qui cherchent à dominer l'Est du Congo. Sinon, qui cherchent à prendre tout le pays, mais aujourd'hui, ils sont beaucoup plus installés dans l'Est du Congo. Et donc, ces groupes rebelles-là, ils sont tout simplement à cause du sous-sol congolais. Et donc, cela profite également au Rwanda. Et donc, quand ils vont piller le sous-sol congolais,
écoutez, c'est le comptoir, c'est le Rwanda. Tout passe par là et donc cela profite au Rwanda. Le soutien du Rwanda au M23, ce qui n'a jamais été reconnu par l'État rwandais, et c'est connu de tout le monde. Mais est-ce à dire que c'est la réponse du berger à la bergère que Kagame est en train de faire contre le Congo? Mais les rébellions à l'est du Congo, je disais tantôt que c'est plus de 30 ans. Et aujourd'hui, pourquoi le Rwanda soutient-il cette rébellion? On a vu l'ancien président du Congo, Joseph Kabila, père passé. Oui, on a vu Laurent Désiré Kabila, passé, Joseph Kabila. Oui. Mais la guerre là est toujours là. Ça veut dire que cette guerre là a un soutien quelque part. Parce que c'est un État, des gens qui viennent attaquer un État, et cet État n'arrive pas à repousser ces rebelles-là. Donc, je crois que ce qui se passe là, aujourd'hui, si les deux présidents cherchent quand même à régler définitivement ce problème, Tshisekedi a demandé. Si vous me demandez de démobiliser les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, vous commencez également par arrêter votre soutien au M23. Oui. Mais pendant ce temps, c'est-à-dire que Tshisekedi veut que ce soit une action simultanée. Ouais. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qui va se passer? Puisque là, ce n'est pas le Rwanda qui va démobiliser les M23, mais le Rwanda va arrêter son soutien. Ça veut dire que la guerre ne va pas s'arrêter à l'est du Congo. Ouais. L'État congolais va chercher alors à mater le M23 parce que le M23 n'aura plus de soutien militaire. Est-ce à dire que le problème est réglé? Donc, à mon avis, je pense que sur le terrain, lorsqu'on demande de démobiliser les FDLR, il faudrait tout de suite que ces forces-là arrêtent toute action à partir du Congo et automatiquement qu'il y ait un cessez-le-feu également du M23 au Congo afin que l'on puisse démilitariser toute la zone. Parce que ce ne sera plus un truc, on va dire, tel est démobilisé et donc l'autre arrête le soutien et on vient mater. La guerre va toujours continuer. Donc, ce que j'attends personnellement de cette rencontre, si jamais elle a lieu, parce qu'il y en a, parce qu'il y en a qui ont été repoussés au calendrier grec. Mais là, nous sommes vendredi, c'est dimanche. Pour le moment, on n'a pas encore annoncé le boycott d'une partie. De toute façon, par l'entremise de leur diplomatie, ils ont dit qu'ils seront à Luanda. Mais je dis, s'ils arrivaient à se retrouver, qu'ils se parlent sérieusement, parce que je dis toujours, l'Afrique ne fabrique pas d'armes. L'argent qui va servir à nourrir les populations, c'est cet argent-là qui sert à acheter des armes pour tuer encore ces populations. Donc je pense que les deux présidents doivent forcément réfléchir, penser à leur population pour que cette situation-là s'arrête. C'est vrai que, comme on le dit, le sous-sol congolais attire des convoitises, mais il faudrait qu'à un certain moment que tout ça là s'arrête. Alors, si nous prenons les dernières réactions des uns et des autres sur le sujet, surtout du côté congolais, vous avez vu les dernières sorties du président congolais Félix Tshisekedi, qui n'a pas manqué une nouvelle fois de tacler le Rwanda comme l'ennemi, d'ailleurs face auquel il faut réformer la constitution pour disposer des éléments nécessaires pour lui faire face. On suivait son ministre des Affaires étrangères, Kaikomba, qui était reçu
justement par nos confrères de VOA qui aussi est revenu sur le mécanisme mixte mis en place normalement pour contrôler la démobilisation des forces dans l'Est de la République démocratique du Congo. La ministre congolaise des Affaires étrangères a annoncé qu'effectivement les éléments de l'Angola, les éléments de la RDC sont là, mais le Rwanda a refusé d'envoyer ces éléments. Est-ce que ces informations par-ci par-là et ces sorties sont de nature à rassurer sur la tenue d'abord de cette rencontre et des résultats probants qu'on aurait pu attendre? Mais vous savez, il y a des doutes qui planent sur cette rencontre de dimanche même. C'est-à-dire que tu viens de frôler parce que lorsque, d'ailleurs, la guerre RDC-Rwanda, ça a daté. Ce n'est pas aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans. Bien. Pas tant qu'une guerre comme ça, non, mais bon, en fait, c'est une guerre. Oui, il n'y a pas de guerre, mais c'est, disons-le, pas groupe interposé. Interposé. Voilà. Mm-hmm. Donc, disons-le, bon, si ce n'est même pas ça, ça frôle ceci. Parce que ce qu'on doit faire par des groupes interposés, la finalité, c'est que les gens meurent. Même si c'est en pleine guerre, les gens meurent. Donc, nous disons qu'ils ne sont pas au beau-fils. Donc, voilà. Donc, il y a des doutes qui planent parce que lorsqu'on veut trouver de solutions à ce problème entre le Rwanda et, comment l'appelle-t-on, la RDC, mais il y a des pays qui sont des cadres aussi, qui sont des pays voisins, qui aussi sont d'une manière ou d'une autre impliqués. Il y a l'Ouganda, il y a le Burundi, etc. Mais le fait de ne pas inviter ces personnes-là à cette rencontre du dimanche fait soupçonner beaucoup de choses. Ça, je reviens à ce que Eric vient de dire. Pour cesser une guerre, parce que Burundi aussi, je dis ces gens-là, on leur met dans cette guerre-là. Donc, Rwanda et, comment l'appelle-t-on, RDC ne peuvent pas s'asseoir eux seuls pour trouver un consensus sans les autres. Pour le moment, je pense que le principe est tel que celui qu'on accuse directement de soutenir les groupes rebelles, c'est le Rwanda. Et c'est pourquoi on veut discuter avec lui. Parce que quand le rapport est sorti, le rapport accablant l'Ouganda, les autorités congolaises ont dit qu'elles n'ont pas quand même pris cela au sérieux. Oui. Elles ont douté en tout cas de la complicité de l'Ouganda. L'Ouganda a annoncé qu'elle n'était pas impliquée. D'ailleurs, il y a eu des occasions de rapprochement entre les deux pays, de telle sorte qu'on ne met pas en tout cas dans le lot des belligérants l'Ouganda et le Burundi par exemple, qui sont considérés en tout cas comme des proches de la réalité, Congo. Donc l'ennemi, le pays voisin, c'est en fait le Rwanda qui n'est pas en odeur de sainteté avec la RDC. Donc c'est avec ce pays-là qu'il faut régler le problème. En tout cas, qui vous dit que les eaux dormantes ne sont pas les eaux les plus venimeuses? C'est ça le souci. Je dis que si on ne veut plus écouter ou bien entendre parler de cette guerre entre Rwanda, etc. Quand M. Tshisekedi se lève, il va dire, ça dit qu'il parle directement de Rwanda. Oui. Sans savoir que Rwanda... qu'il ne parle pas souvent de l'Ouganda et du Burundi. De Burundi. Ça veut dire que dans la diplomatie de guerre, beaucoup de choses peuvent passer par l'Ouganda et Burundi contre eux, sans qu'ils ne sachent. Maintenant, ce qui me plaît des déclarations de Tshisekedi, c'est que Tshisekedi n'a pas, selon ses communiqués, ses sorties, refusé que les FDLR ne se trouvent pas sur son territoire. Oui. Donc c'est pourquoi je dis que... Et ils ont accepté de participer à leur démobilisation. Bon, ça veut dire que si la chose n'existe pas, pourquoi vous voulez participer à la démobilisation? C'est pourquoi M. Kagame s'est dit reçu, parce que aujourd'hui, internationalement, tout le monde sait, par Tshisekedi, que les forces sont là pour déstabiliser. Bon, je ne sais pas si c'est pour déstabiliser ou pas, mais il y a une force qui est contre le Rwanda, mais abritée par le RDC. Et c'est pourquoi Rwanda aussi, jusqu'à présent, depuis que les rapports accablent, comment l'appelle-t-on, Kagame, il n'a jamais, ni son ministre des Affaires étrangères, ni son porte-parole, ni etc., ils n'ont jamais, comment l'appelle-t-on, accueilli favorablement, reconnu ce qui se passe. Mais c'est Tshisekedi, par rapport à cette sortie, qui reconnaît qu'il y a une force. Non, si c'est pour déstabiliser, on ne sait pas. C'est pourquoi, selon ce que Eric vient d'expliquer, il a dit que Tshisekedi était propice pour que lorsque je démobilise les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, il faut que simultanément, vous aussi, vous désarmez le M23. Ça veut dire que tacitement, tu reconnais qu'il y a quelque chose, même si tu les armes ou pas, ça veut dire que tu reconnais ceci. C'est pourquoi je dis que dimanche, si les deux présidents-là n'affichent pas leur volonté
leur volonté politique pour faire taire les crépitements des armes, ça veut dire que Tshisekedi aussi en est pour quelque chose en jetant toujours de temps sur son homologue Kagame. Non, ce qui est évident, c'est que tacitement, tout le monde a reconnu ce qu'on lui reproche. Parce que... Oui, parce que s'ils ont déjà signé un accord comme tel avec les ministres des Affaires étrangères... Maintenant, qu'est-ce qui reste? Ce qui reste maintenant, c'est la volonté politique. La volonté d'arrêter la guerre en RDC, parce que, vous savez, l'État congolais, en réalité, ne contrôle pas l'Est. Et par conséquent, tout ce qui se passe là-bas, les FDLR se battent aussi contre le M23. Le M23 a aussi des actions sur le sol ougandais. Et ainsi de suite. Donc, tout ça là, ce n'est que les deux présidents là qui peuvent arrêter ça. Les deux présidents, Tshisekedi et Kagame. Tout le monde peut y aller, mais en tant qu'observateur. On les laisse les deux discuter profondément de la situation. Les ministres des Affaires étrangères ont déjà fait le travail. Le travail de base est déjà là. Maintenant, il faut juste raccorder les brèches pour que tout le monde se mette d'accord sur ce qui doit bien aller dans la région, tout ça. Moi, je voudrais préciser aussi quelque chose que je ne crois pas. Bon, nous souhaitons tout ce qui est la paix, là, dans la région de Grand Lac, c'est ça. Et nous souhaitons tout ce qui est la paix. Mais vous savez, le mouvement E23 a occupé cette zone-là, ça a duré. Et c'est des zones stratégiques. Il y a des mines, ils ont des terres là-bas, dont je viens de dire tout à l'heure que la superficie des terres qu'ils ont conquises dépasse même la superficie de Rwanda qui les arme. Et ce que je voudrais dire, et j'ai énoncé l'Ouganda et le Burundi, c'est que tu viens de dire tout à l'heure que le FDLR aussi se bat à l'Est contre le M23. Oui. Et si nous ne savons pas faire, quelle que soit la rencontre, c'est-à-dire que ce qui doit sortir de la rencontre, Tshisekedi, Kagame, dimanche, et ce que nous souhaitons bien, la guerre, ça ne peut pas nous amener à régler totalement les choses, parce que vous avez dit que le mouvement M23 aussi a des ramifications avec l'Ouganda, ou quelque chose comme ça. Et vous savez que on ne peut pas, le mouvement M23 ne peut pas se laisser être maté par la RDC, les forces armées congolaises. Et les chasser quand ils savent ce qui se trouve dans le sous-sol et la partie des terres qu'ils ont prises, comment c'est riche là. Vous allez voir que ça va naître encore, comment l'appelle-t-on, une autre guerre. Si ce qui va sortir dimanche n'englobe pas, en réalité, l'Ouganda, et je le précise bien, Burundi, qui sont des voisins et non négligeables. Eric, quelque chose à ajouter? Donc ça va, je pense que tout simplement, la situation à l'est de la RDC est très préoccupante. C'est pour ça le médiateur, qu'est le président Joao, doit tout faire pour réussir cette mission. C'est une mission qui lui a été confiée non seulement par les pays de la zone, mais également par l'Union africaine et encore plus par l'ONU. Et donc, à mon avis, il faudrait qu'ils mettent la pression sur ces deux chefs d'État-là pour que quelque chose de probant puisse sortir de cette rencontre de dimanche. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.